Bonjour, bienvenue à notre deuxième capsule, celle pour le volet 2. Donc, c'est un petit peu d'histoire de l'éducation cette fois-ci pour le cours Éducation et changement social. Donc, on va parler un peu de la forme scolaire, faire un rappel des grandes théories de l'apprentissage, vous présenter les lectures et la grande question pour ceux et celles qui décideront de compléter un billet. Donc, la forme scolaire. Bon, vous voyez deux images d'écoles, une au Québec, une en Ontario. On voit que le mode scolaire, la forme scolaire, qui est le terme utilisé par plusieurs chercheurs, quand on s'imagine l'école, on s'imagine généralement ça. Donc, ça vient avec toute une forme autour, une organisation, qu'on peut dire spatio-temporelle. Il y a une cour d'école, c'est clôturé, il y a des salles de classe avec des corridors, on respecte un horaire. Parfois, il y a des cloches pendant toutes les écoles, mais dans la plupart. On va découper les programmes, on va découper les matières scolaires, il y a des années d'école. Donc, tout ça, c'est une forme scolaire. Celle à laquelle on pense souvent est d'inspiration occidentale en général, et on s'imagine l'école comme étant de cette manière, alors qu'il pourrait y avoir d'autres façons de faire l'école, ou, si on prend encore plus large le terme éducation, encore bien d'autres manières de voir l'éducation. Mais souvent, quand on pense à l'école, c'est à ceci qu'on pense, et c'est hérité si vous allez voir là, dans vos lectures, depuis la révolution industrielle, on a mis en place ce type d'école-là. Il y en a qui vont très loin, qui vont pousser à dire que c'est presque une forme carcérale. C'est poussé très fort. Mais disons que c'est inspiré par un mode assez industriel des savoirs. Et il y avait quand même un idéal qui était derrière ça, de créer une espèce d'espace protégé dans lequel l'objectif principal était les apprentissages, de transmettre des savoirs, mais ces savoirs-là, pendant longtemps, ont été conçus, ont été pensés comme étant des objets stables ou universels qui étaient regroupés en matière. Et maintenant, on se rend compte, en fait, ça a été critiqué depuis le début du 20e siècle et probablement même avant, mais on se rend compte qu'il y a des limites à cette forme-là et même à ces idéaux-là dans un contexte de monde en changement. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, d'aller questionner cette forme scolaire, comment elle s'est développée, comment elle s'est propagée un peu partout sur la planète, vous pouvez aller lire le texte de Vincent qui est cité dans un texte que vous aviez la semaine passée, qui était de Bois. Les grandes théories de l'apprentissage, ça c'est un rappel pour la majorité d'entre vous qui avaient fait des études en éducation. C'est des mots avec lesquels, des concepts avec lesquels vous êtes assez généralement à l'aise, mais des fois ça fait un peu longtemps qu'on les a vus. Donc j'ai mis sur le volet 2 le lien vers une vidéo qui vous offre un petit portrait historique là, des grandes théories de l'apprentissage. Je trouve que c'est important pour vraiment comprendre l'évolution, ou du moins les changements qui ont été opérés sur la façon qu'on voit la transmission des savoirs à l'école, les théories pédagogiques, tout ça qui viennent, même les programmes, comment on bâtit les programmes, c'est généralement inspiré de grandes théories de l'apprentissage. Maintenant, ce n'est pas une évolution linéaire, ça ne veut pas dire qu'on va vers un progrès nécessairement, ça on peut avoir notre propre jugement sur ça, est-ce que c'est un progrès ou pas, et évidemment les courants peuvent coexister, et pour certaines choses on peut avoir une approche plus behavioriste, puis parfois une approche constructiviste, donc ça dépend de ce qu'on essaie de faire, des apprentissages qu'on essaie d'avoir, et donc c'est pas des choses qui sont mutuellement exclusives. Donc, toutes ces théories-là ont influencé, continuent d'influencer tous les aspects du monde scolaire. Donc, je trouve ça important là, de retourner puis d'aller voir un peu ça. Je vous invite à le faire si ça vous intéresse ou si ça fait trop longtemps, d'aller écouter la vidéo dans les liens supplémentaires. Donc, vous aviez 4 lectures cette semaine. Alors, on va commencer par celle de Delvaux parce que votre question pour la grande question pour le billet, elle est inspirée du texte de Delvaux,
qui se pose vraiment la question à partir de la forme scolaire, celle qu'on a vue il y a 2 diapositives. Est-ce qu'elle est vraiment perméable au changement? Est-ce qu'on peut apporter des changements dans le cadre d'une forme scolaire qui peut sembler, aux yeux de certains ou certaines, assez fermée? Et donc, il se pose la question, est-ce que cette forme scolaire-là, elle est vouée à disparaître, à changer minimalement, à évoluer vers une forme qui est un petit peu différente? Donc, il propose 3 scénarios. Et là, je vous invite vraiment à aller lire le texte pour voir ces 3 scénarios-là, parce que si vous décidez de répondre à la question, il va falloir vous enligner vers l'un de ces scénarios-là. Le texte de Tardif est beaucoup plus un québéco-centré. On s'intéresse vraiment au Québec, mais vous allez voir après, quand vous allez lire de Rouet, par exemple, qu'il y a vraiment des liens à faire, des comparaisons, qu'à une échelle, du moins à une échelle occidentale, on a vu à peu près les mêmes questions en éducation revenir autour des mêmes époques. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose à aller regarder et à faire des liens, peu importe le contexte dans lequel on se retrouve, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc, il regarde toutes les contradictions, les hiérarchies, les inégalités qu'il y a par rapport à l'école. Ça nous permet de réfléchir aux grandes idéologies, aux grands phénomènes sociaux plus larges, puis comment ça vient jouer sur le monde de l'éducation. Donc là, je ne vais pas vous lire tout ça, mais si vous allez accéder au texte de Tardif, ou encore, une fois, au diaporama sans leçon, je vous invite à lire ces citations-là que j'ai été chercher plus spécifiquement pour vraiment voir pourquoi Tardif a séparé son texte en période historique très claire ici. Donc, on a avant 1960, après 1960 à 1980 et 1980 à nos jours. Quand vous allez lire de Rouet, vous allez voir avant 1960, lui, il parle beaucoup des changements à peu près à partir des années 30 en Europe. Donc, il y a vraiment des éléments là que vous pouvez aller voir. Je trouve ça intéressant de faire ce profil historique-là. Là aussi, je vous ai mis une vidéo dans la partie supplémentaire qui provient du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, toujours garder en tête que ce n'est pas un organisme neutre qui le présente, mais qui fait un petit parcours historique de l'école au Québec. Donc, je trouvais ça intéressant à mettre en lien avec le texte de Tardif. Et puis, ben, sur 1980 à nos jours, je pense que c'est vraiment important à aller voir parce que c'est beaucoup toutes les contradictions, tout ce qui est demandé aux enseignants. Puis, c'est pour ça ici que j'avais choisi une citation que j'aimais beaucoup. Il dit que depuis les années 80, depuis l'ère de Thatcher en Angleterre, du conservatisme des années 80 au Canada, puis on observe un retour vers ce conservatisme-là, bien, il y a beaucoup de discours qui sont parfois contradictoires. On demande une chose et son contraire à l'enseignant ou à l'enseignante. Donc, je trouvais cette citation-là vraiment intéressante. Les enseignants d'aujourd'hui doivent travailler sur plusieurs fronts à la fois, être partout en même temps, en répondant à des demandes débouchant concrètement sur de véritables contradictions. Passer plus de temps à collaborer avec les autres agents scolaires et les parents, tout en focalisant sur l'apprentissage des élèves, favoriser l'intégration des élèves handicapés et en difficulté d'apprentissage, je crois bien que c'est ça, EHDAA, tout en assurant la réussite des groupes réguliers, participer aux activités parascolaires tout en luttant contre l'échec en classe, enseigner des compétences transversales et valoriser l'apprentissage des connaissances sélectives, transformer l'école en milieu de vie tout en amenant les élèves à faire bonne figure en matière de résultats scolaires, etc., etc. Donc, là, ici, c'est vraiment toutes ces contradictions-là. Si on entrait aussi dans toute la question de la gestion axée sur les résultats, que vous avez probablement vu si vous avez suivi d'autres cours, par exemple des cours avec Eliane Dulude à la faculté, bien, toutes ces questions-là, ça amène beaucoup de pression sur les enseignants. Puis des fois, c'est assez difficile de s'y retrouver dans tous ces discours où on a à la fois la compétition et la volonté d'équité, d'égalité. Donc,
le texte de Tardif, moi, je le trouve vraiment passionnant. Ça vient d'une historienne, de l'historienne que je suis, de beaucoup aimer ce texte-là, mais j'espère que vous allez trouver ça intéressant, vous aussi. De Rouet, ben, ça nous amène une perspective française. Et puis, ben, il élargit un peu. Parfois, il parle vraiment spécifiquement du contexte français. C'est pas si grave là, si vous ne comprenez pas spécifiquement les aspects qu'il parle. Allez-y dans les idées plus générales du texte. Donc, même si on ne comprend pas de quel programme scolaire ou de quelle réforme en particulier en France de laquelle il est en train de parler, c'est pas très grave en autant qu'on va chercher les idées qui vont avec et qu'on est capable de faire des liens, par exemple, avec le texte de Tardif. Donc, ou aussi le premier texte de Delvaux. Donc, lui, il parle vraiment du fait que, oui, il y a cette forme scolaire qui est là, mais on est évolué aussi vers percevoir l'éducation comme quelque chose qui était vraiment à faire, comme une formation tout au long de la vie. Donc, finalement, l'école fait partie de cette formation tout au long de la vie. Ce n'est qu'un des maillons. Donc, à ce moment-là, on est en train de changer, de mettre fin à la séparation de l'école comme un lieu très fermé dans cette histoire-là, ou comme d'un espèce de cocon protecteur, parce que finalement, il faut que l'école, elle serve à un peu tout dans la vie. Et elle serve à former celui qui, ou celle qui va être capable de se former tout seul par la suite. Et il nous parle aussi des notions d'égalité des chances, d'équité historiquement. Donc, ça aussi, ça va être utile pour le volet 3. Et là, il dit, bien, tout cet idéal de justice qui était dans la volonté d'avoir l'école de la République en France, on est en train de vivre des changements qui sont majeurs et qui viennent remettre ça en cause, où il faudrait réfléchir à comment on veut vraiment mettre ça en place. On a atteint des limites. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui complètent des études universitaires poussées. Donc, on va avoir des diplômes vraiment supérieurs à ceux de la génération précédente. Mais pourtant, les jeunes qui sortent avec ces diplômes-là n'ont pas nécessairement la possibilité d'avoir une position sociale supérieure à celle de leurs parents. Donc là, on a atteint comme une limite. Donc, il faudrait commencer à réfléchir à ces questions-là. Beaucoup les textes, vous allez voir, vous amènent vers des questions supplémentaires. Les universitaires aiment beaucoup faire ça, mais je pense que c'est important. Plus on lit, plus on se pose des questions, plus on va pousser plus loin. Donc, j'ai mis aussi une citation ici. Je vous laisse la lire en fonction de vos intérêts. Et le dernier texte qui est Rademacher. Donc, celui-là, moi, je le trouvais vraiment intéressant parce qu'il venait amener ce changement majeur que l'on connaît. On parle beaucoup de changement social depuis le début du cours. Il y a un changement qu'on est en train de vivre, un changement mondial qui est entamé depuis plusieurs décennies, mais dans lequel on est clairement directement à vivre de façon quotidienne, c'est la mondialisation. Et puis là, ben, il va regarder comment la mondialisation vient avoir un effet sur le monde de l'éducation. Donc, je vous invite à lire ça ici. Et j'aimais beaucoup la citation ici, plus sur la forme scolaire, puis sur le fait justement qu'elle a longtemps été perçue comme un progrès, mais si on essaie de prendre différentes perspectives ou différentes épistémologies, on peut peut-être remettre ça en cause ou se questionner, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'éduquer que de passer par la forme scolaire? Donc, c'était une belle citation. Je sais que certains d'entre vous dans la classe s'intéressent par exemple au savoir autochtone. Je pense que c'est une citation qui est particulièrement intéressante à lire pour aller voir ce choc des idées qu'il peut y avoir en différentes épistémologies. Donc, votre billet, si vous décidez de publier, petit rappel, vous devez en avoir publié minimalement un lors des 2 premiers volets. Donc, si vous ne l'avez pas fait au volet 1, vous devez le faire au volet 2. Vous devez aussi participer sur le forum, aller voir votre plan de cours, les participations comptent. Et vous avez aussi votre article de journal, le lien ou l'article en lui-même à m'envoyer par courriel avant le 20 mai. De même qu'un court paragraphe là, qui vient expliquer pourquoi c'est important pour vous et qui me présente votre problématique qui va vous servir pour le travail 2B. Donc, je reviens au billet.
le biais, pour ce volet-ci, pour le volet 2, on part du texte de Delvaux. Delvaux propose 3 scénarios pour l'avenir de l'école auxquels vous identifiez-vous le plus et pourquoi. Évidemment, pour répondre à cette question-là, vous devez aller soutenir votre position à l'aide des différentes lectures. Celle-ci, d'autres que vous avez fait ailleurs aussi, possiblement. Donc, je vous invite à vous amuser encore une fois au travers des lectures, à apprendre des choses et à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Je vous souhaite une belle fin de journée.